Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode verglaçant d'Une tasse de tech. Nous sommes toujours là pour vous faire un bulletin météo éclair avant de partir le balado. Alain McKenna ici, météorologue en chef avec Pascal Forget, météorologue en chef avec moi. Adjoint. Bon, salut Pascal. Salut. Toi, tu es dans une panne d'électricité. J'imagine que tu as tout ce qu'il y a comme pile d'appoint pour te protéger ton système, ta connexion, puis ton écoute, ordinateur. Puisque tu en parles, je vais pouvoir vous parler la semaine prochaine des tests que je fais avec notamment le MacBook Neo, les nouveaux Mac d'Apple. On en a parlé la semaine dernière. J'ai essayé ces derniers jours. Et là, je voulais vous parler avant ça, et plus tard dans l'émission, d'autres choses, mais... ce sont des appareils et c'est probablement la plus grosse force des Macs sur les PC portables, c'est leur autonomie incroyable dans un contexte comme celui-ci où j'ai une caméra qui fonctionne, du Wi-Fi plein de tapis et toute la patente est pas branchée et je n'ai pas le stress de manquer de batterie avant la fin de l'enregistrement. Donc, on va féliciter Apple pour au moins ce détail-là. On va saluer nos partenaires habituels, TELUS et Plan Hub, qui, eux, ne font ni une ni deux, n'est-ce pas, de la météo et vous servent toujours les meilleurs services disponibles dans leurs créneaux respectifs. C'est drôle parce que j'ai une panne de courant, mais je n'ai pas de panne d'Internet. Et pourtant, les fils passent dans les mêmes poteaux. Allez savoir. En fait, allez pas savoir, on pourrait en parler, mais ce serait une autre balado sur l'énergie et l'hydroélectricité, ces choses-là au Québec. Mais bon, on pourra poser la question à nos partenaires TELUS, justement, la prochaine fois. Pourquoi la connexion? Je pense qu'ils ont des batteries d'appoint, je pense qu'ils ont des systèmes parallèles plus résistants. Je pense qu'une branche d'arbre peut toucher une fibre optique, puis c'est pas grave, alors que si une branche d'arbre touche un fil, fait sauter le transformateur, c'est qu'il faut dans le fond, il y a un disjoncteur dans le transformateur qu'il faut comme réactiver et il faut que ça soit fait manuellement, ça. Et moi, j'ai offert il y a longtemps à Hydro-Québec d'avoir une perche dans ma cour parce que c'est toujours le même transformateur dans le quartier qui saute. Peu importe. Évidemment, ils veulent pas. Je les comprends, cela dit, mais... Honnêtement, je les comprends, là. On s'en parlera après. Tu sais, c'est une bonne idée. Imagine les gens qui décident, ah oui, on donne la permission à Alain de prendre le citoyen, l'énergie, c'est ça. Le microgrid et tout ça, là. Oui, exactement. On veut pas ça. Puis moi, il faut que je le dise, je suis un peu fâché. J'utilise le Mac avec Continuity. La semaine dernière, j'ai utilisé ça pour le podcast. Et là, le Continuity fonctionne pas. Et je me permets, je le dis d'emblée, quand ça marche, ça marche tellement bien. D'une discontinuity, alors? C'est bien dit. Mais quand ça marche bien. Mais là, tu essaies de te déboguer. Comment ça se fait que ça marche pas? Comment ça se fait que la caméra du iPhone n'est pas reconnue par le Mac? Et là, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a aucun troubleshooting parce que c'est supposé de marcher parfaitement toujours. Il va falloir que je creuse là-dessus. C'était ma montée de lait. Après ça, on parle de sujets apaisants. On va parler de Notebook et de Facebook. On va parler de Yann Lequin. On va parler de WordPress, de musique par intelligence artificielle, de Perplexity sur Mac. Assez flyé comme nouvelle. Gemini dans Chrome, de Walmart, d'une mangeoire pour oiseaux connectés et des Galaxy S26 et Buds S4 de Samsung. Les Buds 4, tout simplement. Les Buds 4, exactement. De Samsung que tu as eu l'occasion d'essayer, que tu as en main, d'ailleurs. Oui, ça, je vais en profiter pour... je te voyais t'étirer le bras, je me dis, il va parler de son livre. Déjà les écouteurs. By the way, on en parlera tantôt parce que c'est mis en vente cette semaine chez Samsung, là, les Galaxy S26 et tous leurs accessoires. Mais je voulais en parler parce que je me suis mis une note dans mon truc parce que j'en ai parlé cette semaine à plein d'endroits. Il y a une guerre en Iran et pour aussi fâcheux que ce soit et pour aussi nécessaire qu'il fallait donc se débarrasser là, de ce régime incroyable, ça puis encore là, on n'est pas une balado de géopolitique, fait qu'on n'ira pas là-dedans, mais il y a quand même un effet très très direct sur nos dépenses personnelles si on a une voiture, si on doit mettre du gaz dans nos affaires, dans nos appareils motorisés, n'est-ce pas? Et ça, évidemment, c'est un livre Payez moins pour vous déplacer n'importe où au Québec qui a été publié avant que tout ça se produise et qui donne des conseils pour sauver jusqu'à 12 000 $ par année dans vos frais de déplacement. Il y a beaucoup de conseils à moyen, court terme sur réduire les frais liés à un véhicule. Donc, si le prix de l'essence vous embête, et je ne connais pas personne que ça embête pas, il y a des solutions. Allez voir ce livre, il est en librairie. Payez moins pour se déplacer n'importe où au Québec. Un beau livre jaune et noir aux couleurs de la route.
mais sans trou dedans. Il n'y a pas de nid de poule dans ce livre-là. Donc, je vous le conseille fortement. Je vous conseille aussi, si vous aimez l'actualité technologique, parce que c'est de ça dont on parle dans le balado, et que vous en voulez encore plus, de vous abonner à l'infolettre InfoBref Pro Techno. C'est une infolettre que vous allez voir du côté d'infobref.com. C'est notre partenaire. Une fois par mois, il vous informe sur ce qui se passe dans le monde des technos. Nous, on est là pour tout vous dire, mais des fois, on vous dit l'essentiel et l'important, et InfoBref va vous dire un petit peu plus pour aller un peu plus dans la profondeur, parce que la lecture mène une autre forme de consommation de l'actualité. Donc, allez-y voir. C'est gratuit, infobref.com/une tasse de tech. Je pense qu'il y a un lien dans la description de la balado. Vous pouvez cliquer là-dessus et vous rendre sans problème. Je tiens à préciser, d'entrée de jeu dans nos espressos de tech, que InfoBref est réalisé 100% par des vrais humains. Oh. Je dis ça parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée, parce qu'on en a parlé ici à une tasse de tech, mais notre bon ami Mark Zuckerberg ne s'indignait pas. Constatait avec ébahissement, peut-être, que l'Américain moyen, donc l'adulte américain moyen, homme, femme et tout le reste, avait en moyenne, tout ça est très moyen, 3 amis, 3 vrais amis, 3 bons amis, mais qu'il rêvait d'en avoir une douzaine. Alors, chez Meta, l'entreprise dont la mission est de connecter les gens, on s'est dit, moment Eureka, on a enfin une bonne idée, on va aider ces gens-là à trouver les 12 autres amis qui leur manquent, ou les 9 autres, ça dépend si on est 12 ou 15. Et là, tu te dis, wow, ça veut dire qu'ils vont créer ils vont revoir tous les algorithmes de Facebook pour encourager les contacts humains. Non. Ils ont dit à l'époque déjà, non, on pense que des avatars d'IA ou que l'intelligence artificielle, en tout cas, pourrait servir à créer ces faux amis-là virtuels pour combler le manque qui est dans le fond du cœur de l'âme de l'Américain moyen. Et là, tu dis, ah ben. Et là, déjà, à l'époque, ils travaillaient quand même fort sur leur propre intelligence artificielle. Mais là, ils ont fait une espèce de court-circuit à cette stratégie-là cette semaine, Pascal, en achetant ni plus ni moins que l'infrastructure ou le réseau derrière le forum Notebook. On en a parlé ça aussi il y a quelques semaines, qui est une espèce de Reddit d'agents d'intelligence artificielle automatisés, dédié et accessible, en principe, en tout cas, strictement par des agents d'IA. Donc, c'est un peu dystopique ce qui se passe là. Oui, et ça, c'est très, très drôle parce que Notebook va faire partie de leur laboratoire de super intelligence qui vise un jour à avoir l'intelligence universelle et tout. C'est un réseau social d'agents IA qui, évidemment, il y a beaucoup de controverses là-dessus. C'était des agents qui étaient, évidemment, guidés par des humains derrière. Certains humains se sont fait passer pour des agents, alors faut pas prendre les gens pour des idiots. Grosso modo, Facebook, son intention en achetant Notebook serait de créer un réseau d'agents vérifiés. Et là, je trouve ça... Comme les humains le sont sur la plateforme de Facebook. Comme le sont les humains sur la plateforme. Et là, tu vois l'ironie de là-dedans. Je ne sais pas si ça paraît que je suis très sarcastique là-dessus, parce que moi, sur Facebook, 80% des messages que je reçois, c'est de Hey, wanna sex tonight? Puis toutes sortes de trucs ridicules. Puis je me dis, mais attends un peu, on est en 2026, puis ils sont pas capables d'identifier du spam flagrant, mal écrit. Tous les clichés du spam de 2000, là, de pub de Viagra, on le voit dans les messages que je reçois aujourd'hui sur Facebook. Ce n'est pas bloqué, c'est des robots, c'est le nombre de jeunes femmes célibataires françaises qui m'écrivent avec des noms rocambolesques, Amélie Mercedes, Julia Pompidou. Et là, je me dis, OK, c'est tous des robots, c'est toutes des fausses photos, évidemment, des photos. Pour Madame Mercedes, son slogan est vite trouvé. Pour une petite vite, appelle-moi. Oh! C'est juste ça en passant. J'allais dire, je la vois pas venir, mais ça pourrait être mal interprété encore. Je la voyais pas venir, ce qui pourrait être aussi mal interprété. On change de sujet, hein? Le Crézo, comme ça, je trouve ça flyé. C'est drôle parce que chez Meta, on n'a pas entendu parler de métavers. À un moment donné, le métavers, c'était l'affaire. Ah, mais ils ont enterré le métavers, ils l'ont annoncé. Le métavers, c'est comme fini. On oublie ça maintenant. Là, maintenant, c'est intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle. Et ce que je vois comme troublant truc, puis ça va venir avec l'autre nouvelle dont je veux parler tout à l'heure. Je me demande à quel point bientôt on va être représenté par une intelligence artificielle. On va se faire un double numérique de nous-mêmes, 2, 3, 4, 5 doubles de nous-mêmes, un qui est gentil, un qui est plus dur, un qui est plus... puis on va se démultiplier comme ça virtuellement, mais là, c'est vraiment mon représentant
ou un imposteur. Quand on Ça va va donner... beaucoup de confiance aussi dans ces agents-là qui parlent en notre nom, là, parce qu'à un moment donné, s'ils font une boulette, c'est nous le responsable. C'est pas bon. Et c'est ça que je sens dans le concept d'agent vérifié. Est-ce qu'on est en train de trouver des techniques ou des astuces pour s'assurer que l'agent nous représente vraiment et que c'est pas ça va être facile à pirater, ça va être facile à contourner, ça va être facile à faire un agent qui va dépasser ce qu'on veut qu'il fasse vraiment. Il va falloir dire à un moment donné à l'agent, hey, peut-être que tu dépasses tes capacités ou tes limites. Toutes ces barrières-là, il va falloir les établir à un moment donné. Puis si Meta travaille là-dessus, on peut pas trouver... C'est pas illégitime de prévoir, si tu veux la paix, prépare la guerre. Forcément, ça s'en vient, c'est sûr, parce que ça va vite le développement dans ces créneaux-là. Et d'ailleurs, si tu me permets de passer à la nouvelle suivante, parce que c'est en lien un peu avec ça, l'ancien responsable, l'ancien grand patron de FAIR, qui était le laboratoire de recherche en intelligence artificielle fondamentale chez Meta, Yann LeCun, un chercheur français, a annoncé cette semaine qu'il lançait enfin sa propre entreprise d'intelligence artificielle. Ça va s'appeler AMI Labs. AMI Labs. C'est une entreprise qui voit le jour officiellement en ce moment grâce à une levée de fonds de 890 millions d'euros, je crois, c'est un petit peu plus, c'est 1,4 milliard canadiens. C'est beaucoup d'argent. Ça lui donne une valeur dès le jour 1 de un petit peu moins de 5 milliards de dollars canadiens. C'est quand même fou pour une entreprise qui n'a encore rien fait. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette entreprise-là va avoir un bureau à Montréal. Paris, New York, Montréal, Singapour. Les 4 endroits où il va y avoir des gens. Pour l'instant, ils ne sont pas très nombreux. On parle d'une douzaine de personnes, mais le bureau de Montréal est dirigé par un chic gaillard qui s'appelle Michael Rabat, qui était lui aussi chez FAIR et qui s'occupait du bureau de FAIR à Montréal déjà. Lui a quitté Meta lui aussi l'année dernière, comme Yann LeCun, et il se joint pour diriger le bureau montréalais et il veut évidemment travailler avec les chercheurs montréalais, mais aussi embaucher des gens ici. Une des raisons pour lesquelles ils sont à Montréal, c'est parce qu'ils disent il y a beaucoup de talent puis il est très accessible, donc pourquoi ne pas en profiter? On veut évidemment lancer beaucoup de recherches fondamentales, de recherches académique, abstraite, avant de, dans quelques années, arriver avec quelque chose qui sera commercialisé. Et Monsieur LeCun, si vous le savez, c'est un des chercheurs, un des 3 pères de l'IA moderne avec Yoshua Bengio, qui est montréalais, et Geoffrey Hinton, qui était longtemps établi à Toronto et qui est maintenant, je pense, retourné à Londres, qui est un Britannico-Canadien. Donc, si vous faites le calcul rapide, 2 des 3 gros cerveaux de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de la recherche très, très fondamentale en IA, ont un pied à terre à Montréal, et le 3e a été longtemps à Toronto. Donc, je pense que c'est intéressant de au moins le souligner, de se dire « Wow, il y a quelque chose qui se passe là-dedans et Montréal en fait partie. » Il fait partie peut-être de la bonne partie de l'équation parce qu'on travaille beaucoup sur l'IA éthique. Et j'ai demandé, parce que j'ai parlé à Yann LeCun la semaine dernière, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ce mouvement-là vers ce qu'on appelle AGI en anglais, l'intelligence artificielle généraliste, cette espèce de super intelligence qui saurait tout, ferait tout d'elle-même, aurait cette espèce de propre conscience qui lui permettrait d'agir avec initiative et autonomie. Et il dit, écoutez, moi, je ne crois pas vraiment, c'est pas une expression avec laquelle je suis en accord. Donc, il dit, c'est peut-être quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps qu'on le pense avant de voir le jour. Et il me disait surtout, si ça repose strictement sur des LLM, les grands modèles de langage, donc ce qui anime ChatGPT, Gemini, je pense que c'est Manus du côté de Facebook, là, ils ont acheté une startup d'IA qui ont repackagé pour servir d'assistant sur Facebook quand on publie du contenu. Bref, il dit ça, si ça arrive, là, on a un sérieux problème parce que les LLM, les IA génératives, sont à peu près impossibles à contrôler et à encadrer pour éviter les dérapages. Ce qui est un peu la partie de l'affaire qui fait peur à Yoshua Bengio, entre autres. Donc, M. LeCun disait, la meilleure option, c'est de travailler sur une autre forme d'IA. Et forcément, c'est ce qu'il va faire dans son entreprise. Il va le faire à Montréal et à Paris, entre autres, et aussi à Singapour. Il veut développer vraiment une IA plus axée sur ce qui est son expertise à lui, parce que chez Meta, chez FAIR, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait sur l'IA capable de reconnaître d'identifier, d'interpréter des données qui venaient de différents types de capteurs, et pas seulement de générer du texte, mais de reconnaître, par exemple, le contexte d'une vidéo ou d'une photo, ce qui passait dans une image, dans une vidéo, pour interpréter la suite, pour être un petit peu prédictif sur la suite de ce qui se passe dans l'image. Et ça, c'est une avancée qui était assez majeure il y a quelques années, qui continue de l'être, qui donne à son outil à lui une meilleure façon de contrôler ses propres actes à l'avenir et d'éviter les dérapages. Parce que si on le dit à cet outil-là, tu peux maintenant anticiper tes actes. Tu peux lui dire, il y a des actes que tu veux pas produire, donc tu ne feras pas c'est des gestes qui posent des actes. Donner un code moral. Exactement. Donc, je trouvais ça intéressant. Et dans les prochaines années, on va en entendre parler beaucoup parce qu'il va y avoir une antenne à Montréal. Et la bonne nouvelle, c'était que c'est parti officiellement maintenant et qu'on va pouvoir participer à cette conversation-là et qu'on a 2 des 3 plus grands cerveaux de l'IA
en partie à Montréal. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle de ce côté-là. Et ça peut nous pousser un peu à côté des LLM, qui sont certainement une belle technologie, une belle invention, mais qui sont pas complets. C'est pas de l'IA à 100%, c'est-à-dire qu'il y a d'autres façons d'utiliser les outils automatisés, les algorithmes et tout ça derrière cette technologie-là pour arriver à des applications peut-être plus concrètes. Certainement que ça va être à suivre dans les prochains mois et prochaines années. Ami Labs. Petite pause à l'extérieur de l'IA, Pascal, pour que tu nous parles un peu de WordPress. Oui, mais on parle de laboratoire et on parle d'expérimentation aussi. C'est un espace d'expérimentation privé qui est offert par WordPress. Un petit truc tout simple, si jamais vous pouvez aller sur my.wordpress.net. C'est un truc qui est gratuit, qui est permanent. Par défaut, c'est personnel, c'est accessible qu'à vous et c'est associé à votre navigateur web. Fait que si vous quittez votre ordinateur, vous allez sur un autre ordinateur, vous ne retrouverez pas cette information-là. Mais imaginez que vous avez un petit bloc-notes gratuit, juste pour vous, stocké dans votre ordinateur. C'est 100 MB de stockage, c'est pas beaucoup. On peut importer les pages web. Donc, s'il y a un site qui vous plaît, moi j'ai regardé, j'ai importé quelques pages de mon site web. On peut faire des manipulations là-dessus. On peut ajouter cette page-là dans ces onglets pour une consultation rapide. C'est super chouette. Puis une fois que tu as cette information-là, que tu as une idée de billet de blog, tu as une idée de notes, de lettres, de courriel, tu l'écris là, c'est à toi, c'est ton expérimentation. Il y a des extensions qui sont disponibles, entre autres un lecteur de flux RSS qui permettrait de rassembler des informations de différents sites web. Le mien, par exemple, pascalforget.com. Vous pouvez le voir là-dedans, expérimenter. Puis si jamais vous voulez diffuser cette information-là, ben, vous pouvez la copier, la partager dans un vrai site WordPress. Mais si vous avez envie de faire un petit site web rapide, c'est très le fun, très gratuit. Je viens de l'installer ce matin, là, puis j'ai comme fait, wow, c'est bien chouette comme option. my.wordpress.net, essayez ça. Et c'est vraiment l'interface de WordPress, ceux qui veulent se familiariser avec comment on fait un site web, un blog, avec l'interface qui est la plus utilisée. Je crois que WordPress, c'est encore le moteur des blogs, de la majorité des blogs dans le monde. Essayez ça, c'est plus simple que vous le pensez. Puis ça, c'est vraiment le fun à expérimenter comme petit truc. Ouais, pour au moins se familiariser avec la programmation web, ce genre de choses, effectivement. Exact. Toujours dans l'expérimentation, on va parler de musique et d'intelligence artificielle parce que j'en ai écrit un article là-dessus dans la presse cette semaine et ça a fait plus réagir que je l'aurais cru. Dans les deux sens, des gens s'emballent et là, tu t'aperçois que tout à coup, beaucoup de gens le font, donc générer de la musique à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Et à l'autre bout du spectre, beaucoup de gens soit n'aiment pas ça, soit trouvent ça donc effrayant, ou soit me traitent de parfait ignare parce que j'ai osé dire que ça existait. Et cette dernière réaction-là, j'ai un petit différent sur celle-là, je suis pas entièrement d'accord, mais il y a, on l'a vu avant Noël en fait, il y a un faux chanteur country américain, Breaking Rust, qui a publié une chanson qui s'appelle Walk My Walk. Et là, si vous écoutez les paroles, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est une chanson country typique. Et on a fait grand cas du fait que cette chanson-là se serait retrouvée au sommet d'un palmarès country aux États-Unis et pas le grand palmarès Billboard ultime, mais bien un sous-palmarès de musique diffusée en ligne dans un créneau très spécifique. Mais ça a fait jaser beaucoup sur, clairement, les artistes virtuels, dans le fond, les musiciens et les créateurs de contenu culturel, artificiel, je sais pas c'est quoi le bon terme à utiliser, mais ils existent, ils s'en viennent et ils seront durs à arrêter. Ce que je lisais à propos de cet artiste-là virtuel, ce chanteur country virtuel-là, tout le monde aimait ça ou n'aimait pas ça, mais tout le monde disait faut se préparer, c'est le début de quelque chose. Et dans les mêmes moments, il y a deux personnes qui nous ont approchés pour nous parler de leur propre artiste musical québécois 100% virtuel qui a des chansons. Il y en a une, Océane AI, qui a été créée par un ancien DJ de Musique Plus qui s'appelle Pierre Côté. Oui. Et il y a une jeune dame de Shawinigan qui a créé un rocker québécois comme dans le temps, une espèce de mix entre Éric Lapointe et les Respectables qui s'appelle Nova LX. Celui-là se trouve sur YouTube et Facebook. Je lui aurais trouvé aussi un nom peut-être plus, mais en même temps, je pense qu'elle voulait pas non plus trop essayer de leurrer les gens. Elle faisait ça pour elle surtout. Et le nom clairement indique qu'on parle d'une bébête qui est pas un humain normal. Il y a quelque chose qui nous permet d'avoir la puce à l'oreille et de dire Ultimement, ça fait une musique qui est créée avec l'application Suno.
Et c'est vraiment ça qui est intéressant derrière la patente, c'est il y a Suno et il y a Udio, qui sont deux plateformes génératives pour la musique. Vous pouvez le faire gratuitement, vous pouvez aussi payer. Suno, ça appartient, je pense, au groupe BMG, ou en tout cas un des grands géants musicaux internationaux, forcément américains aussi, mais et si vous l'utilisez gratuitement, les droits de ce que vous créez comme musique appartiennent à l'entreprise, mais si vous payez 10 $ par mois, les droits vous reviennent à vous. Et si vous faites de la musique avec ça et que vous bidouillez vous-même suffisamment pour générer une musique très personnalisée, vous pouvez appliquer pour des droits d'auteur, aller auprès de la SOCAN qui s'occupe de ça au Canada, et vous pourriez éventuellement même avoir cette chanson-là un jour peut-être sur une station de radio si jamais les radios s'ouvrent à ça. C'est pas le cas pour l'instant. Je pense que c'est une sage décision de la part des radiodiffuseurs qui disent on sait que ça existe, mais on préfère miser sur les humains. Parce que, et c'est là tout l'enjeu de la chose, c'est que les IA génératives, pour générer du contenu, ont avalé beaucoup de contenu sans respect de droit d'auteur et le reproduisent, et l'imitent et le copient facilement. Et là, vous savez, la question du droit d'auteur est très épineuse. Le droit d'auteur, surtout là où ça devient un problème, disons, légal, par exemple au Canada, c'est si vous copiez, imitez un style ou une chanson ou un artiste ou peu importe le produit d'un créateur et que vous en faites une activité commerciale. Et c'est là-dessus que ça va devenir compliqué. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui m'ont écrit après l'article dans la presse qui m'ont dit « Ouais, moi, je le fais juste pour écouter moi-même ma propre musique, puis après ça, j'écoute plus. Tu sais, je décroche des plateformes. » Là, tu dis « Bon, ben, écoute, d'accord. » Mais les gens qui essaient évidemment de pousser ça vers des plateformes publiques et d'en faire des revenus, c'est là où ça va devenir intéressant de voir comment ça va se solder parce que on le sait, l'IA générative est un rouleau compresseur partout et clairement les industries culturelles sont aussi affectées. Et ça va être intéressant de suivre la suite, mais sachez en tout cas que dans ce créneau-là de la création musicale, l'intelligence artificielle générative est très présente et elle l'est aussi, donc au Québec et dans la musique en français. Donc ça va être intéressant de suivre ça dans les prochains mois, là aussi. Je sais pas si tu as vu, il y a déjà des imitations d'angines de poitrine qui apparaissent sur YouTube, des vidéos avec des mortaises, avec des groupes, avec des drôles de chapeaux, des drôles de looks, avec de la musique qui a le même style et le même genre que angines de poitrine. C'est extraordinaire comment les copieurs, les imitateurs, c'est tout généré par l'intelligence artificielle, c'est flagrant. Ben, il faut... encore là, il faudra avoir un podcast peut-être sur la musique, mais la culture... on parle souvent de culture comme si c'était une business, mais la culture, c'est un truc. L'industrie culturelle, c'est un autre truc. Et les produits culturels, c'est une troisième affaire. Et on mélange tellement les trois que ça fait que les gens s'indignent des fois, ils savent pas pourquoi. Dans les années 60, là, la musique québécoise francophone était juste essentiellement de la musique anglophone traduite. Des tunes des Beatles en français, il y en a eu pour vrai. Ben, René Angélil, c'est ce qui a fait sa carrière. Alors, et ça, c'était pas nécessairement de la très grande création artistique, mais on l'oublie. Et forcément, l'imitation a toujours été une façon, on dit flatteuse de s'inspirer de gens qui ont du succès. On m'a dit dans l'industrie que les gens derrière Angine de poitrine étaient très actifs pour contacter les gens qui les imitaient pour qu'ils retirent leur contenu s'il était vraiment trop près de les imiter. Donc, clairement, eux, ils sont au courant de ce phénomène-là. Ben, c'est ça. C'est la magie du numérique, en fait. C'est ça. Si c'est des gens qui ont de la musique similaire, qui profitent de la vague angine de poitrine pour faire connaître leur véritable travail par des humains, mais si c'est des gens qui ont pris le disque d'angine de poitrine, qui ont demandé à l'intelligence artificielle de générer des trucs similaires, générer des images d'un groupe avec, au lieu d'être des triangles, c'est des pyramides qu'ils ont sur la tête, et puis de mettre ça en mortaise pour que tu fasses des clics. Tu peux vite faire des milliers de clics. Il y a plein de gens qui s'en rendront pas compte, plein de bots qui vont aller là-dessus pour voir les tendances et tout. Et là, tu fais des sous en copiant des produits et en générant que du caca, que de... Là, c'est un problème. C'est ça qui est le problème. Pas des groupes qui travaillent fort, qui rendent hommage à... de la même manière qu'il y a des groupes hommages à tous les groupes qu'on connaît, mais qui sont des hommages à, respectent les droits, respectent l'artiste et... c'est une autre paire de manches ici. Oui. Parlant de complexité et d'autres paires de manches, on va parler de perplexity. Ben oui. Paire de manches et complexité, si tu écrases tout ça en un seul mot, ça fait perplexité. Perplexité, et c'est assez flyé. C'est un projet qui s'appelle Personal Computer de Perplexity. Et c'est quelque chose, écoute, j'essaie de comprendre exactement ce que ça fait, mais je pense que ça va être assez populaire, merci. C'est quelque chose qui s'installe dans un Mac Mini, ou un Mac en général, mais le Mac Mini est le format parfait. Ça s'installe sur macOS ou ça remplace complètement? C'est ça que j'ai pas
trouvé clair. Je Parce que ça comprends prendrait que ça s'installe le par noyau dessus. Linux, j'ai l'impression. C'est ça. Je comprends que ça utilise le Mac Mini, donc c'est sûrement le système Mac, mais qui est remplacé par le système Personal Computer de Perplexity, et ça devient ton assistant personnel. On parlait de double numérique tout à l'heure. C'est un assistant qui roule dans ton Mac, qui peut fouiller sur le web, accomplir des tâches, comprendre des instructions vocales, te donner un résumé de tes courriels. Il roule 24 heures sur 24 si tu veux lui donner des analyses profondes de données, aller chercher, il peut se connecter à toutes sortes de bases de données. Ce qui est flyé, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de coût. J'ai pas vu de prix pour ça. J'ai essayé pour le fun, il y a une alternative qui s'appelle OpenClaw, qui est très populaire en ce moment. C'était plus de 100$ canadiens, c'était quelque chose comme 87$ canadiens par mois. Tu parlais de Multibook, tantôt, c'est mois. dérivé de ça, en fait. Ouais. Et voilà. Et là, tu as cet assistant personnel-là que Perplexity veut concurrencer avec un truc qui est dans un ordinateur. Tu as un ordinateur qui est consacré à ça. Et là, je pense qu'on s'approche de la vision de l'assistant dans le film Her, où le gars tombe en amour avec son ordinateur, qui est comme un système d'exploitation complet. Tu mets à jour ton ordinateur avec ça et bam, ça devient, t'as plus besoin de dossiers, de fichiers, tout est géré par l'intelligence artificielle simplement en parlant. Le coût de ça m'inquiète beaucoup. J'ai mis mon nom dans le file d'attente pour y accéder. Bien hâte de voir la soumission qu'ils vont me faire, probablement en fonction de mon usage. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une partie du traitement des données qui est fait dans son ordinateur et en cas de besoin se connecte à Perplexity, ce qui va peut-être diminuer les coûts d'utilisation. Je voyais sur Internet là, des gens qui parlaient de leur facture de Perplexity. Je leur ai demandé d'analyser une base de données. Ça m'a coûté 400$ en une heure de temps quand pour même, le traitement des données. Fait que ça peut monter très, très vite quand on fait du gros. On profite encore une fois de ChatGPT et de trucs comme ça qui sont gratuits en utilisant tes données et ainsi de suite avec beaucoup de limites. Mais si on veut utiliser l'intelligence artificielle libérée de ses œillères et d'aller à fond là-dedans, très, très hâte de voir comment le coût, si ça peut faire baisser le coût de l'utilisation, puis ça peut faire qu'on va avoir un véritable assistant personnel. Ouais, peut-être que dans 5 ans, on va se reparler. Pas seulement Perplexity, mais OpenAI aussi pousse fort vers cette nouvelle interface informatique où on parle. Oui. Et on interagit visuellement avec quelque chose qui n'est pas un ordinateur conventionnel, qui n'a pas nécessairement d'écran, ainsi de suite. C'est peut-être le début de la fin du clavier. Oui, quand tu dis la compagnie qui analyse les images qui s'en viennent, si tu veux interagir avec une intelligence artificielle, c'est tout bête, là, mais tu veux lancer une balle à un robot, tu tombes dans les pommes, il faut que le robot t'attrape, il faut que le robot puisse analyser rapidement l'image et deviner ce qui s'en vient et agir assez vite. Fait que quand on parle d'intelligence artificielle qui va faire des actions dans la maison, qui va plier notre linge, on en parle, mais c'est des robots très, très spécialisés qui font que ça. Ouais. Mais si on veut des robots plus généralistes qui vont s'adapter à différentes situations, il faut qu'ils puissent voir à l'œil et visuellement qu'est-ce qui arrive et aussi comprendre des instructions, un peu comme on le fait un animal, va chercher et le robot va comprendre notre intention parce qu'on pointe vers un endroit puis qu'il y a une balle ou il y a un objet qui se déplace et le robot va comprendre qu'on veut aller chercher cet objet en mouvement. Là. Je vais peut-être trop loin dans l'analyse, mais c'est du gros. Tu touches à un point parce que on voit beaucoup passer de vidéos de UD3, la compagnie chinoise qui fait des robots humanoïdes et qui présente ces robots comme si vous étiez capable de faire votre lit à votre place ou qui est capable de danser ou de faire même des mouvements de taekwondo, pas de taekwondo, mais de kung fu. Et à mon avis, il y a une petite retouche artificielle sur ces vidéos-là parce que il y a des moments où tu dis c'est trop parfait. Parce que ces robots-là, de ce que je comprends, n'ont pas nécessairement les connaissances fines pour faire exactement ce qu'ils prétendent de faire, mais bon, bref. Ouais, il y a aussi le fait que si on s'en va vers ça, clairement. Si on utilise un robot comme une marionnette, c'est beaucoup plus simple. Si tu as des capteurs sur toi et que le robot reproduit tes mouvements, c'est beaucoup plus simple que de dire au robot « Hey, tu as un espace déterminé, déplace-toi là-dedans, fais des mouvements de kung-fu, ne cogne pas les murs, ne cogne pas les gens autour, assure-toi qu'il n'y a rien derrière, ne brise rien. »
Je serais curieux. Je pense que quand on va avoir des démos où un robot va se déplacer dans un magasin de porcelaine, là, puis il brisera rien. Ça va être un cas extrême quand même. C'est ça, mais quelqu'un qui ferait du kung-fu là-dedans, ça serait une autre paire de manches, surtout si l'environnement n'est pas prédéterminé, si c'est on lance le robot dans le magasin de porcelaine et puis on lui fait faire des pirouettes sans qu'il abîme les choses ou qu'il attrape les choses qu'il fait tomber, ce qui serait encore plus spectaculaire. Effectivement. Sans c'est dur à prédire. Ben oui. Ça va être ça sent bien. Si vous trouvez ça un petit peu intense d'avoir votre IA personnel dans votre Mac, peut-être que juste avoir votre IA personnel dans votre browser, ça serait suffisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est drôle parce que c'est des nouvelles qui se suivent et se ressemblent beaucoup. Mais Google a annoncé cette semaine que Gemini serait installé directement dans Chrome à partir de maintenant. Dans seulement certains marchés dans le monde, on a vraiment voulu cibler, peut-être pour voir ensuite comment on va l'étendre au reste de la planète. Et pour une rare fois, le Canada fait partie des premiers. Oui. Alors, oui, je rafraîchis mon navigateur. Là, je veux voir ça rapidement, parce que c'est assez cool d'avoir ça. Copilot le permet déjà. Ouais, je pense qu'il y a une volonté de tester les langues multiples à travers ça, parce que c'est le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Inde qui sont les premiers marchés où on peut faire ça avec Chrome. Vous pourrez donc discuter avec Gemini via un panneau latéral, que ce soit sur Windows, Mac ou Chromebook Plus, sur les Chromebooks de Google. Et il y a aussi la version pour iOS et Android qui est également disponible. Gemini peut faire un paquet de trucs dans votre browser et c'est probablement clairement pour reprendre ce que Copilot fait, mais aussi ce que le browser de Perplexity fait, le Comet. Oui. Parce que c'est un peu ça qui s'en vient, c'est l'espèce de navigation web non traditionnelle, disons comme ça. Mais Gemini peut résumer le contenu de plusieurs onglets ouverts en même temps, peut se promener dans les onglets pour vous aider à trouver ce que vous cherchez, peut résumer des articles longs, ça c'est facile, expliquer des concepts plus complexes, générer des questionnaires si jamais vous voulez, vous regardez une longue page, puis c'est en lien avec quelque chose que vous voulez apprendre parce qu'il y a un examen à l'école ou un truc dans le genre. Peut vous générer des quiz pour être sûr que vous avez bien compris ou vous aider ensuite à la rédaction de messages dans Gmail ou ailleurs, en fait, en fonction de ce que vous avez devant vous. Ce qui est comme c'est presque une twist sur le notebook LM, mais pas loin. Et aussi, l'assistant peut donc analyser plusieurs onglets. Je pense que c'est jusqu'à je ne sais plus combien d'onglets en même temps. Et peut aussi gérer en même temps 50 langues, dont le français forcément, l'anglais, tout le reste. Donc, on peut ouvrir plusieurs onglets de plusieurs sites web de langues différentes. Et il peut jongler avec tout ça. Ça vaut la peine d'être essayé. Il intègre aussi, ça c'est intéressant, Nano Banana 2. Et vous vous dites, mais pourquoi c'est intéressant? Je dis, juste le dire, c'est le fun. Mais aussi, vous pourrez modifier, générer des images à partir de ce que vous avez dans Chrome. Pour bien fonctionner, parce que évidemment, Gemini veut devenir une IA agentique, on peut brancher, en plus de Chrome, on peut brancher Gmail, Maps, le calendrier Google, YouTube, pour que l'IA puisse... par exemple, vous voyez une page, une prise de rendez-vous chez votre médecin, et vous dites, j'ai pris rendez-vous, et là, automatiquement, l'IA va aller le faire va le noter dans votre agenda avec une alarme pour pas que vous manquiez votre rendez-vous éventuel. Donc, on s'en va un petit peu vers ça. Et ça, Chrome, vous savez, c'est le plus gros browser, le browser le plus utilisé dans le monde. Donc, clairement, ça va avoir un effet, je pense, sur la façon dont les gens naviguent. Et ça commence au Canada. Donc, essayez-le quand ce sera disponible. Pascal pourra vous le dire, parce qu'il est en train de vérifier en ce moment. Non, mais je rafraîchis, c'est ça. Je suis comme, j'ai hâte que ça arrive, parce que c'est déjà intégré dans les applications, c'est déjà intégré dans le courriel, mais c'est pas partout dans Chrome. Et là, le fait de pouvoir analyser une page dans Copilot, dans Edge, c'est assez pratique, parce que tu peux ouvrir ton Copilot sur le côté, tu as ta page web, tu peux lui dire, analyse cette page web, résume cette page web, parle-moi de cette entreprise, et ça peut être très, très chouette. Traduis cette page web. Je cherche cette fonction-là dans Chrome depuis que j'y ai goûté dans Edge. Et c'est pour ça que j'ai bien hâte de le faire. On termine avec une petite nouvelle toute bête. Je viens de recevoir le message. Un des trucs pour lesquels les gens achètent des fois des produits électroniques chez Costco, c'est qu'ils offrent une garantie prolongée inclus dans le prix de l'article. Je viens de recevoir le communiqué comme quoi Walmart fait la même chose. Ils vont offrir 1 an de garantie pour les produits électroniques achetés chez Walmart sur les produits sélectionnés, télé, laptop, console, les produits électroniques. Des fois, la garantie est étrangement de 3 mois par défaut sur certains produits électroniques. Le minimum requis, oui. C'est ça, ce qui n'est pas normal. Il y a toujours la garantie légale, puis ça, c'est sérieusement...
ça vaut la peine de s'en prévaloir. Si vous achetez une télé coûteuse, si vous achetez une télé, mais c'est des démarches, il faut travailler fort. Moi, j'ai tenté de faire appliquer la garantie légale sur un four que j'avais acheté avec une composante électronique qui avait brisé rapidement. Et ça a été un parcours du combattant. Si vous avez 1 an de garantie sur certains produits électroniques, et là, encore une fois, la distinction, c'est que les garanties prolongées qui étaient vendues avec les articles, c'est une grosse farce. Ça n'ajoutait pas grand-chose. Là, le fait que ce soit offert gratuitement, jetez un coup d'œil là-dessus. Costco l'offre, Walmart l'offre. Est-ce que les concurrents vont l'offrir aussi? Ça peut être intéressant si vous voulez conserver un objet plus longtemps. Si vous achetez des trucs pour l'école ou des trucs pour des étudiants. Walmart, ça permet de se démarquer d'Amazon, par exemple, où les garanties sont très aléatoires, parce que les détaillants sont souvent un peu random. C'est ça. Puis on mentionne bien d'ailleurs dans le communiqué que c'est les produits vendus par Walmart et pas par les revendeurs de la boutique Walmart. Et ça, comme tu l'as mentionné, Amazon, n'importe qui peut vendre sur Amazon, pas juste Amazon. Sur la boutique Walmart, n'importe qui peut vendre, c'est une plateforme de vente. Donc, si on achète de Walmart, on peut avoir ça validé, mais cette année de garantie-là. Je trouve ça intéressant comme démarche commerciale, comme tu dis, pour se distinguer des vendeurs aléatoires qu'on a un peu partout. Les nouveautés à l'avantage du consommateur sont rares, alors on les prend, n'est-ce pas? Merci Pascal, ça met fin à nos espressos de tech. On prend une très courte pause. Clairement, on va faire pas trop peur aux petits oiseaux, parce qu'on revient après ceci avec nos essais. Et Pascal a une mangeoire pour oiseaux assez intéressante. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech, et c'est le moment de la semaine où on essaye des petits gadgets qui vont simplifier votre quotidien, et dans le cas de Pascal, ceux de vos amis les oiseaux, si j'ai bien compris. Oui, c'est le BirdFi Feeder 2 Pro. C'est une mangeoire pro. Pour les oiseaux qui portent une cravate, qu'est-ce qui se passe? C'est pour les professionnels qui examinent les oiseaux, Alain. Écoute, c'est leur modèle qui est assez... Je pense qu'un modèle un peu plus sophistiqué. C'est un modèle qui permet de... C'est une mangeoire à oiseaux connectée qui permet de voir les oiseaux avec 2 caméras. Et ça, c'est super astucieux parce qu'il y a une caméra qui est grand angle qui permet de voir toute la mangeoire, le décor, toute l'espèce de support, comment on appelle ça, le perchoir pour les oiseaux. Il y a un perchoir pour les oiseaux, ça permet de voir tout le perchoir. Et il y a une deuxième caméra qui, elle, va bouger pour tenter de capturer un oiseau en particulier qui se pose sur la mangeoire, sur le perchoir. Et c'est assez génial. Ça a pris quelques jours quand je l'ai installé avant. Ça prend des oiseaux. Oui, ça prend des oiseaux. Il faut que les oiseaux s'habituent, il faut que les oiseaux découvrent. Et là, je pense qu'on commence la saison du retour des oiseaux. Le premier oiseau que j'ai vu, tu reçois une notification dans ton téléphone, ça identifie le type d'oiseau. Je pense que c'était une mésange à tête noire, quelque chose comme ça. J'étais énervé. J'ai envoyé ça à ma mère. Ma mère tripe beaucoup sur les oiseaux. Et là, elle a vu ça. Ben oui, c'est une mésange à tête noire. Et là, j'étais content, mais moi, je l'avais deviné grâce à l'intelligence artificielle. Ça reconnaîtrait la majorité des oiseaux. Tu peux situer ta zone géographique pour dire je suis en Amérique du Nord, dans la région de Montréal, ce qui va, encore une fois, augmenter la reconnaissance en disant tel type d'oiseau. Il ne devrait pas avoir ça dans cette région-là. Ça va privilégier les oiseaux les plus fréquemment vus dans ta zone. Cette analyse-là est gratuite pour la durée de vie de ton produit. C'est vraiment le fun. Et ce que je trouve le plus cool, c'est qu'il y a un panneau solaire qui est offert avec, qui permet de charger en permanence sa mangeoire. Je dis pas que ça va être 100% du temps, mais mon panneau solaire n'est pas exposé au soleil toute la journée. C'est juste une partie. L'hiver, c'est difficile, mais l'été, d'habitude, ça marche très bien. Les journées sont plus courtes, c'est ça. Mais même quand les journées étaient courtes et le panneau solaire est exposé directement au soleil à peu près la moitié de la journée, la pile a constamment monté. Quand je l'ai posé, elle était à 70, elle est maintenant à plus de 95 à peu près tout le temps. Évidemment, si constamment elle est activée, la pile va baisser doucement s'il fait sombre, s'il fait gris. Mais je pense pas, comme il y a une réserve d'énergie dessus, que la pile, on va avoir besoin de la charger
du Ah, tout. ça arrive Là. pas souvent, basé C'est sur les vraiment- caméras que j'ai déjà essayées, hein, ouais. Ça va vraiment faut juste être pas qu'il neige exceptionnel. sur le capteur et que ça obstrue le capteur, mais l'hiver, il y a moins d'oiseaux. C'est ça. moins de Puis il y a problème. un autre beau problème. Il y a les oiseaux qu'il faut qu'ils découvrent la mangeoire. Il y a aussi Mhm. les écureuils qui découvrent la mangeoire. Est-ce qu'il y a Et une je troisième me... caméra ou un petit gant de boxe qui fait poing sur un... Non? J'aimerais tellement ça. Il y a quelque chose de le fun. Il y a une alerte qui permet de faire piou, 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 qui devrait faire fuir les... Oh. Non. Les écureuils sont Je serais trop... curieux d'essayer ça, moi. Les Mhm. écureuils s'empiffrent, le piou, 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 il n'y a aucune différence. Et tu les vois, hein, c'est très, très intimiste. Tu vois vraiment ton écureuil. Et ce qui est très drôle, et là, encore une fois, on va tomber dans les sujets délicats, mais ce que j'ai vu beaucoup de fois au cours des derniers jours, c'est des postérieurs d'écureuils. On voit une grosse motte de poils qui se met devant la caméra. L'écureuil, écoute, c'est hilarant, je vais te faire un billet là-dessus. L'écureuil est installé, là, mais c'est le buffet du siècle, là. C'est toute oui. sa bouffe autour. Et là, il pige là-dedans, puis il mange, puis il mange. Fait que pendant ce temps-là, malheureusement, à moins de chasser, d'ouvrir la porte, de crier ou de s'approcher physiquement, l'écureuil... C'est ratoureux, les écureuils. Ouais, c'est très habile. ratoureux. J'ai trouvé ça drôle parce que quand je l'ai installé, moi je suis en ville, je l'ai installé sur un poteau de métal. Il y a à l'intérieur de la boîte tout un paquet de façons de le visser, de le fixer, avec une courroie pour le mettre autour d'un arbre, avec des vis pour le mettre sur un poteau, avec des vis pour le mettre sur un mur. Il y a toutes sortes de fixations et trucs comme ça. C'est très, très bien fait comme kit. Et ce que je trouve encore plus cool que ça, c'est qu'évidemment, ça suscite la curiosité. Tu peux partager le feed, tu peux partager le flux de vidéos de ta mangeoire pour que d'autres gens puissent en profiter. J'ai envoyé le lien à ma Regarder copine. des oiseaux en famille et entre amis. Et c'est très drôle parce qu'à un moment donné, j'étais en train de manger avec ma blonde, puis à un moment donné, je vois qu'elle était sur son téléphone, puis elle fait « Ah, il y a un écureuil devant le... » C'est comme « Ah, tabarnouche! » Arrête ça. Et tu peux même diffuser un flux en direct YouTube et Facebook. Je l'ai pas encore fait, mais si jamais il y a des oiseaux qui se mettent à des être oiseaux fun, exotiques, à voir, oui, des oiseaux exotiques, on a un rouge-gorge, on a un cardinal, cardinal qui est près de, qu'on entend, qu'on voit de temps en temps s'il se peut se mettre à manger. Je vais pouvoir avoir des belles images. Encore une fois, 2 images, une image large de l'ensemble de la scène et une deuxième caméra qui bouge, qui permet de faire le focus. Un des trucs auxquels j'ai trouvé drôle, c'est que le focus est vraiment fait, puis le point focal de la caméra est vraiment pensé pour capturer les oiseaux. Les caméras est nette, très près de la caméra. Tu peux toujours voir ce qui se passe autour, mais l'image n'est pas super nette. L'image va être floutée. On avait le souci de se dire, hey, les voisins, s'ils pensent que c'est un enjeu de vie privée, ben oui. C'est un enjeu de vie privée si tes voisins sont en face et se font bronzer nus, par exemple, mais l'image est floue. Fait que c'est pas l'idéal, mais si on a, si la mangeoire fait face à la maison et qu'une voiture se stationne, par exemple, tu peux recevoir des notifications. Et encore une fois, ce que je trouve pas, tu verras peut-être pas clairement, l'image sera pas nette, mais tu vas voir qu'il y a une voiture qui arrive. Tu peux choisir qu'est-ce qui va te déranger comme notification. Et ça, c'est intéressant parce que tu peux dire, OK, des mésanges à tête noire, là, je suis tanné d'en voir, des cardinaux, je suis tanné d'en voir, et ça va te signaler seulement les trucs qui sont nouveaux. Tu vas pouvoir choisir, je veux pas voir de derrière d'écureuils, je veux pas voir des mouvements en général. Ça aussi, c'est intéressant. Tu vas voir seulement quand des oiseaux sont détectés. Et là, tu vas être notifié de ça. Puis, évidemment, tu peux choisir de ne pas avoir de notification du tout. C'est accumulé dans une espèce de fil de vidéos d'oiseaux. Et j'ai bien hâte, là, parce que j'ai vu des oiseaux qui sont apparus pendant 2 jours de temps, sont pas réapparus. Après ça a été le festival des postérieurs d'écureuils. Et là, je tente de le trouver. Et je me dis, quelqu'un qui est soit à la campagne, en banlieue, qui a plus de possibilités, mettre ça sur des arbres, mettre ça sur un poteau, mettre ça sur quelque chose qui est moins accessible pour les écureuils, va avoir peut-être plus de plaisir. Moins de risques qu'il y a à chasser des écureuils constamment de sa mangeoire. Mais je suis très, très impressionné. C'est vraiment un beau cadeau. C'est pas donné. C'est autour de 300 quelques dollars, 350 dollars. Okay. Ouais, mais si c'est un cadeau pour
un parent, un ami, quelqu'un, on se met en gang à 3 à 4, puis on offre un truc comme ça. Tout le monde peut en profiter ensuite. Tu dis, hey, partage ton flux, je veux voir tes oiseaux, envoie-moi les beaux oiseaux que tu vois. Puis j'imagine les gens qui ont des jets bleus, les gens qui ont des oiseaux spectaculaires, on peut avoir des belles surprises. Ceux qui aiment les oiseaux, je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Je répète le nom, c'est la Birdfeed. Ils ont plusieurs modèles, des modèles écolos, des modèles de tous les types. J'ai essayé la Feeder 2 Pro avec 2 caméras, une pour filmer l'ensemble et l'autre pour filmer des oiseaux individuellement. J'ai hâte qu'ils arrivent, les oiseaux. Cardinal, ça s'en vient, Pascal. Ben oui. Merci. Je vais de mon côté aller avec quelque chose d'assez terre à terre. J'ai essayé depuis 2 semaines le Galaxy S26 Ultra, qui est c'est pas une énorme mise à jour, mais c'est une belle mise à niveau de la gamme Galaxy S. Et le Ultra est de plus en plus rentré dans la gamme S20, S tout court, là, mais dans ce cas-ci dans le S26, parce qu'on a revu le design pour le rendre plus simple. Mais je voulais aussi vous parler, je vais en parler tout de suite après, des Galaxy Buds 4. Qui sont vraiment revus de façon assez substantielle cette année, les Buds 4 et les Buds 4 Pro. On dit toujours que Apple n'innove pas, mais que Samsung pousse plus loin. Dans ce cas-ci, c'est exactement le contraire. On imite beaucoup le design des AirPods et des AirPods Pro cette année avec les Buds 4. La grosse différence entre les deux, c'est que les Buds 4, c'est il n'y a pas d'embout, il n'y a pas d'insonorisation passive avec un embout de silicone mou qu'on insère dans le conduit auditif, mais on pousse beaucoup dans la qualité sonore et c'est une belle nouveauté. Le Galaxy S26, vous le savez, il est vendu en 3 variantes, S26, S26 Plus et S26 Ultra. Les prix sont quelque chose, ça commence à 1529 $, celui-là il est 1900. Ça doit faire toute qu'une machine, on s'entend pour ce prix-là. Et la bonne nouvelle, c'est que OK, c'est cher, je trouve ça vraiment cher, mais on livre quand même un produit extrêmement intéressant. Si vous avez un vieux téléphone Android, puis vous voulez vraiment avoir un nouveau téléphone Android et que vous avez les moyens, les chances sont bonnes que vous ne serez pas très déçus, parce qu'il y a pas mal tout ce qu'on veut dans un téléphone sur ce téléphone-là. C'est un téléphone qui a un beau design, très, très mince. C'est le plus mince des Galaxy Ultra de l'histoire de l'invention de ce genre de téléphone-là, depuis le temps où on appelle ça des phablettes. Ça, c'est un phablette allégé, mais ici, en tout cas. On a un alliage en aluminium qui est plus résistant, plus léger que le titane des modèles précédents. Donc, c'est un téléphone qui se transporte très bien. C'est un format qui est le fun à tenir à la main. Ça fait depuis un petit bout de temps que je suis plus le Galaxy Z, le Flip et le Fold. Et le Fold, vous savez, il est très étroit. Il est fait pour être tout de suite ouvert puis être plus carré. Mais si la partie plus tablette de l'affaire vous intéresse pas, c'est vraiment plus intéressant un S26 Ultra qu'un Fold. Et là, on est dans le haut de gamme, mais quand même. La grosse nouveauté, on en a parlé dans les dernières semaines, c'est l'écran de confidentialité qui s'intègre, qui est pas c'est pas un film physique qu'on pose sur l'écran, c'est vraiment une fonction des pixels gérée par le logiciel et qui s'automatise dans des contextes où on veut pas que les gens autour de nous voient ce qui est à l'écran et ça fonctionne extrêmement bien. Tellement que vous l'oubliez et qu'après ça, vous êtes vous-même en train de regarder l'écran en diagonale parce qu'il est accroché quelque part, puis là, vous voyez pas ce qui se passe, puis c'est comme puis là, il faut l'enlever. Pourquoi il y a un carré noir dans mon écran tout d'un coup? Parce que c'est vraiment l'impression que ça donne. C'est pas un irritant dans le sens qu'on finit pas par détester ça, mais c'est vraiment extrêmement efficace et c'est quelque chose que si c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est vraiment intéressant parce que si vous êtes dans l'autobus, la personne à côté de vous ne verra pas ce qu'il y a sur votre écran si vous activez cet écran de confidentialité. Là, c'est vraiment extrêmement bien fait et ça se gère dans le petit panneau de notification rapide là, de One UI, là, qui est l'espèce d'interface Android de Samsung. C'est animé par une puce, la Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy de Qualcomm, qui est extrêmement... j'ai rien à dire, vraiment, elle va super bien. On a conçu un nouveau, appelons ça un radiateur, un Vapor Chamber, c'est un outil pour refroidir, pour dissiper la chaleur, qui est plus grand et qui est plus performant par 21%. C'est un chiffre un peu abstrait quand même, mais qui empêche justement d'aller chercher cette chaleur. Ça profite surtout de l'autonomie du téléphone, parce qu'avec la grosse batterie qui est dedans, qui est, je prends mes notes ici, 5100 mAh, le téléphone peut durer facilement 2 journées sans avoir à être rechargé. Et ça, je trouve que c'est une belle... pour moi, c'est un clin d'œil à l'époque des Galaxy Note parce que pendant un bout de temps, l'autonomie, en fait, a été raccourcie pour plein de raisons. Mais au début, les Galaxy Note 2, par exemple, celui dont je me rappelle le plus, avait 2 bonnes journées d'utilisation, lui aussi. Et c'était pas mal le fun parce que tu pouvais te déplacer, aller travailler, revenir, puis pas avoir à te soucier d'avoir à le charger à chaque fois.
Et en plus, cette année, dans l'S26 Ultra, on rajoute une recharge filaire à 60 watts et sans fil à 20 watts, je crois. Mais si vous le branchez avec le bon chargeur, c'est 75% de batterie en 30 minutes. Donc, vous le branchez, vous mangez un petit morceau, vous repartez et vous avez pratiquement une batterie pleine, ou en tout cas au moins fonctionnelle pour la journée. Les grosses nouveautés, c'est ce que Samsung a voulu dire, c'est que, bon, vous avez un beau téléphone, mais c'est surtout de l'intelligence artificielle appliquée qu'on a cette année. C'est le téléphone de l'agentique. Et là, évidemment, c'est un paquet de buzzwords, vous le savez. Mais il y a deux éléments visuels qui apparaissent rapidement comme qui incarnent, en fait, ce mouvement-là. C'est le Now Nudge, qui est une barre de contextuel, en fait, qui s'ajoute au-dessus du clavier Samsung. Ça prend le clavier Samsung. Si vous avez le Gboard ou si vous utilisez un clavier tiers, il apparaîtra pas. Mais dans le clavier Samsung, ça ajoute des petites étoiles. Vous appuyez et là, ça vous donne une action rapide basée sur le contexte de la messagerie. C'est pas disponible partout dans le téléphone, mais ça marche en français aussi. Et quand ça marche, c'est un peu ça. Quand ça marche bien. Oui. Fait que quand ça marche pas, ça marche pas. Ben là, évidemment, on a un autre problème, mais ça marche... je veux dire, je dirais pas systématiquement, je dirais de temps en temps, ce qui fait que quand ça arrive, c'est le fun, c'est une petite surprise, mais j'aurais aimé que ce soit plus systématique et qu'il y ait une plus grande palette de fonctions disponibles. J'imagine que c'est le début de quelque chose et que ça va aller en s'améliorant, mais pour l'instant, c'est assez limité. Et d'ailleurs, c'est aussi limité que la fonction, on dit, on a un agent d'IA disponible, vous pouvez commander un Uber en parlant à votre téléphone, et c'est quand même extrêmement niché comme besoin. Ouais. Alors qu'on voudrait peut-être pouvoir faire autre chose avec, mais c'est le début de quelque chose, et j'imagine que ça va s'améliorer. Et l'autre élément d'IA plus agentique, c'est le Now Brief, qui est une petite bulle, peut-être le voyez-vous ici, c'est une petite bulle au bas de l'écran qui vous informe, même sur l'écran verrouillé, d'éléments d'information que vous pourriez avoir besoin de savoir, et ça combine de l'actualité venant de sites d'information, de votre agenda, de la météo, des sources d'informations au sens très large, qui sur le pouce peuvent nous être utiles. Encore là, c'est un peu aléatoire, c'est pas toujours l'information qu'on veut savoir qui apparaît. Il vient toujours me proposer le cours des actions d'entreprise qui m'intéressent pas. Et je sais pas pourquoi, parce que en plus, j'ai mis des noms d'entreprises dans l'application exprès pour savoir si ça allait les suivre et si ça allait en suivre d'autres. Fait que là, je sais pas s'il veut devenir mon gestionnaire de portefeuille ou quoi, mais je regarde les titres qu'il me suggère et ça me donne pas le goût. Mais bon, bref, c'est pas entièrement à point. Mais c'est quand même accessoire, puis c'est pas l'élément le plus intéressant pour la plupart des gens. La plupart des gens vont vouloir peut-être utiliser l'appareil photo, qui est grosso modo pas mal le même de base sur les trois versions du S26. Sur le S26 Ultra, il y a 3 objectifs. On a agrandi l'ouverture. On parle d'une focale 1.4 sur le grand angle qui permet de faire rentrer plus de lumière. On revient, et on l'a dit l'autre jour, hein, à chaque nouvelle version du Galaxy S, on parle de les photos de nuit sont encore meilleures qu'avant. Oui. À un moment donné, on va arrêter de le dire, puis ça va être vrai, j'imagine, mais là, c'est quand même pas mal proche d'être vrai, quoique ça prend une main extrêmement immobile ou peut-être un trépied pour faire de vraies belles photos de nuit, parce que quand ça bouge comme ça, quand on vibre de la main et qu'on bouge, et on fait pas exprès, mais quand il y a une exposition de 2 secondes, ça prend un trépied. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Et là-dessus, ben, il y a des limites quand même à ce que peut faire ce téléphone-là, mais c'est les mêmes limites que peut faire un Pixel 10 ou un iPhone Pro Max ou peu importe le téléphone que vous utilisez. Il y a quand même un capteur photo de 200 mégapixels. Ça permet d'avoir un bon téléobjectif. Étonnamment, c'est un zoom optique 5x et 10x. Qualité optique. Là, encore une fois, vous sentez que vous avez l'impression que ça sent le marketing et vous avez raison, parce que qualité optique, c'est qu'on combine des pixels et on triche sur la résolution finale, mais ça peut dépanner. Je dirais pas qu'on fera des œuvres d'art en 10x, mais ça peut dépanner certainement pour une photo plus utilitaire, parce que le téléobjectif devient à 50 mégapixels, ce qui est quand même déjà beaucoup, mais ça sent un peu le travail numérique derrière la patente. Et tout ça mis ensemble, ben écoutez, puis je le dis, j'en parle pas beaucoup, et d'ailleurs, je regardais les critiques d'autres personnes, peu de gens en parlent, parce que clairement, personne s'en sert, mais il y a quand même un stylet qui est intégré, qui est extrêmement transparent, mais on l'oublie, parce que l'Ultra a hérité ça du Note, le stylet qui permet de faire des fonctions sur l'appareil, à l'écran. Il y a un petit menu qui apparaît, et ça peut servir de déclencheur à distance pour des photos, des choses comme ça. Donc, il y a une utilité, il est inclus, il est là. Si vous l'utilisez, vous faites bien. Si vous l'utilisez pas, ben, j'ai rien à vous reprocher, parce que moi-même, je m'en sers pas beaucoup, parce que l'écriture manuscrite est toujours pas au point. La reconnaissance d'écriture manuscrite est toujours pas assez bonne que tu peux prendre des notes vite, et ça peut mener à quelque chose que tu n'as pas besoin de refaire une deuxième fois derrière, c'est-à-dire réécrire ça autrement. Bref,
Sérieusement, c'est une belle amélioration. Ça prend vraiment un vieux téléphone Android pour voir la différence et ça vaut la peine. Ce qui est vraiment intéressant, moi, ce que j'ai trouvé plaisant cette année, c'est l'introduction des Galaxy Buds 4 et 4 Pro qui promettent, on dit presque lossless audio, donc de l'audio sans perte ou presque, parce qu'évidemment, ça prend pour la véritable musique sans compression, sans perte, sans rien, ça prend un fil. On s'en sort pas. Sans fil, c'est que du marketing. Ça n'existe pas. Dans ce cas-ci, on s'y approche avec, je vais le lire parce que c'est quand même assez précis. C'est une qualité audio 24 bits à 96 kHz qu'on peut atteindre, qui est à peu près ce que permet de faire le casque AirPods Max et je pense les AirPods Pro avec Apple Music en format sans perte, sans rien brancher. Donc, on arrive au même niveau. Ça prend un téléphone Samsung et ça prend Spotify avec l'audio iRes. Et je me demande même si Spotify en haute définition est sorti au Canada parce que je ne l'utilise pas souvent et je ne l'ai pas vu et je n'ai pas vu passer l'annonce. Je l'ai vu mais passer, je présume que ça existe parce que ça serait un peu niaiseux de l'offrir sur les appareils si ça n'existe pas. Je te valide ça tout de suite, mais je vérifie parce que c'est une option bien cachée. Personnellement, j'utilisais Qobuz pour la musique sans perte, qui est une application française en plus, donc c'était intéressant de ce côté-là. Quoique Spotify est suédois, donc on va pas les chicaner sur ça, mais Qobuz avait une meilleure recommandation, la fameuse découvrabilité de contenu francophone et québécois aussi, donc ça m'intéressait. Mais vous pouvez désormais, donc sur un Samsung Galaxy S26 et les Buds 4, écouter de la musique de très haute qualité, à même des écouteurs boutons, des petits écouteurs comme ceux-là, ce que je trouve assez intéressant. Les Buds 4 ont une architecture, je peux même en sortir un de la boîte si vous nous regardez sur YouTube, ouverte, un peu comme les AirPods, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embout de silicone qu'on s'insère dans l'oreille, on le dépose dans est-ce que c'est la conque? Je ne sais plus trop comment on appelle la partie de l'oreille où on est à l'entrée du canal auditif. Peut-être que c'est le boudoir auditif, je sais pas. Vestibule, non, je sais plus. En tout cas, bref, il y a un détecteur de proximité qui fait qu'il sait quand on les porte, donc gère un peu la lecture musicale en conséquence. Et on dit qu'on a vraiment conçu le design pour qu'il fit dans toutes les oreilles, peu importe votre type d'oreille. Et ça ressemble beaucoup aux AirPods dans la forme et à ce genre d'écouteurs-là qui s'accrochent, qui tiennent bien. Si vous êtes comme moi et que vous faites du sport et que vous transpirez pour une raison ou pour une autre des oreilles, apparemment ça se peut, ça va tomber. Il n'y a pas d'écouteurs parfaits sauf ceux qui ont une armature qui passe derrière l'oreille pour vraiment être compatible avec des activités sportives, qui n'ont pas besoin d'être compliquées. Il peut faire juste du vélo ou même du vélo stationnaire, puis ça va devenir un problème. Il y a une commande gestuelle de la tête qui est intégrée. Vous pouvez faire signe non ou oui pour prendre des appels et tout. Prouver des choses. Ouais, c'est IP57, donc ça résiste à l'éclaboussure générale. Il y a des commandes sur les tiges par balayage et par pincement qui fonctionnent correctement. Le son est bon. Il y a vraiment deux haut-parleurs. Il y a un woofer super large et un tweeter de style planaire de 5 mm qui décompose en deux morceaux, donc le spectre sonore, et ça donne une bonne richesse. Les basses sont vraiment le fun. Le son est bon. Et on a aussi utilisé, il y a comme un paquet de micros, je pense qu'il y a 6 micros là-dedans, pour s'assurer que quand vous parlez au téléphone, ça sonne bien. Et là-dessus, je vais dire oui, virgule, mais c'est pas encore au niveau où on vous souhaiterait que ce soit. Donc, on ne s'énervera pas trop avec ça, mais on fait des progrès et on progresse. Donc, on fait 2 fois la même chose, c'est ce que je viens de dire, vers quelque chose qui éventuellement sera peut-être de meilleure qualité et pourra justement permettre de parler. C'est mieux, je vais vous dire ceci. Là où la barre se trouve avec les écouteurs Bluetooth comme ceux-là, c'est que c'est mieux d'avoir ça et de parler au téléphone avec ça que de parler comme ça dans la rue. Ah oui. Et comme ça, je veux dire, avec le téléphone tenu devant vous comme une baguette, là, et que vous parlez dans la partie en bas de l'appareil, ce que plein de gens font en mode haut-parleur en plus, qui est comme complètement doublement inutile, parce que la prise de son se fait ailleurs dans ce temps-là. Mais je sais pas d'où vient cette pratique, mais elle est vraiment tellement répandue. Comme ça, c'est... Ouais. Et ensuite, on se le met sur l'oreille, ouais, exactement. Donc, si vous voulez éviter ce look dans votre quotidien, achetez des écouteurs et ça va faire la job. Et dans ce cas-ci, les Buds 4 vont vraiment suffire à la tâche. Ouais. C'est 6 heures de batterie, 20 heures avec le boîtier en recharge. C'est correct, c'est rien de transcendant, ça fait la job. Le gros défaut des Buds 4, et c'est peut-être pas un défaut parce qu'on dit la même chose des AirPods, c'est que ils sont optimaux. Leur utilisation est optimale, je vais dire comme ça. Si on les jumelle à un téléphone Samsung. Donc, il y a vraiment un écosystème fermé. C'est des écouteurs Bluetooth. On peut les jumeler à n'importe quoi.
Mais si vous n'avez pas un produit Samsung, il y a des éléments dont vous ne profiterez pas, dont, je pense, la lecture musicale de très haute résolution. Donc, c'est un petit détail. Et c'est aussi le fait qu'ils sont 250 $. Donc, c'est pas exactement un cadeau, mais vous connaissez le monde canadien du sans-fil. Pas si tu Probablement qu'un fournisseur va vous les donner si vous achetez le téléphone. Il doit y avoir un passe-passe de promotionnel éventuellement qui va apparaître, qui va vous permettre d'avoir des buds pas chers. Mais si vous voulez mon avis, le Ultra... Il est quand même assez cher, mais vous pouvez en plus ajouter, je pense, 512 ou 1 Teraoctet de mémoire, et ça vient encore plus cher. Peut-être le prendre avec un peu moins de stockage, puis prendre des écouteurs, puis sauver des sous, puis quand même avoir une bonne expérience, serait une bonne option. C'est ma conclusion là-dessus. Parce que c'est un beau téléphone, c'est des bons écouteurs. On n'est pas tous millionnaires, n'est-ce pas? Donc, il faut faire des choix dans la vie, et ça serait un beau compromis de dire, OK, je vais m'acheter un téléphone assez sophistiqué qui va durer longtemps, mais peut-être pas la version à 2 Teraoctets, et je vais m'offrir des écouteurs de qualité. Et sérieusement, ce sont des bons écouteurs. C'est quelque chose qui s'améliore d'année en année, les écouteurs Bluetooth boutons comme ceux-là, et de la bonne musique avec un bon écouteur, et que c'est agréable. Donc, si vous n'en avez pas, gâtez-vous. Je pense que c'est la meilleure façon de profiter de nouveaux téléphones. Particulièrement en ce moment, parce que la musique en streaming sans perte commence à apparaître. La part de musique le fait, Spotify commence à le faire, et Qobuz aussi, qui est moins connu, qui le fait beaucoup. Et ça vaut la peine d'essayer. Ça, c'est le fun quand on est dans un environnement assez silencieux pour pouvoir profiter de cette différence sonore-là. Avec des bons écouteurs, et pendant que tu parlais, j'ai vérifié, Spotify propose la musique lossless au Canada. Il faut avoir l'abonnement payant, si je ne m'abuse. Ils considèrent que lossless, sans perte, c'est du FLAC 24 bits, 44,1 kHz. C'est un petit peu mieux que le CD, en fait. Ouais. Ça a bien du bon sens. Dans la même chose, mais c'est moins que... Les écouteurs peuvent entendre jusqu'à 96 kHz, fait qu'on a encore plus de bande passante possible. Il faut avoir l'oreille très fine pour faire la différence. Je pense que ça a bien du bon sens. Il y a une part là-dedans, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de l'homéopathie. T'écoutes des formats lossless et tu penses que c'est meilleur, que ça a une action. Et tu parlais des gens qui tenaient leur téléphone à l'horizontale comme ça. Il faut que je fasse une très brève montée de lait sur les vidéos sur YouTube, des gens qui tiennent leur micro-cravate comme des petits cubes de sucre devant la bouche. Là. Et là, je les vois parler avec des micros qui sont conçus pour être à la fois épinglés facilement à son vêtement. Puis là, ils parlent. Alors là, je vais vous parler de mon produit. Et là, je vois là que des captures d'écran sur YouTube. Quand je regarde les miniatures, là, je me dis, mais c'est pas possible que ça, Pascal, le problème, c'est qu'on est trop vieux. On vient d'un monde où, parce que tu as fait beaucoup de télé, où il fallait cacher pratiquement les micros, il fallait il fallait surtout pas qu'on voit le micro, tu sais, puis on l'assumait avec les gros micros à grosses maillotches. Ben oui, exactement. Exactement. Puis là, t'as Bob Barker avec son micro comme ça fait partie du look. La télé française, beaucoup d'émissions ont encore la grosse mailloche. Ou dans les trucs de sport, qui ont tous des casques avec un petit micro sur le coin de la bouche, ça fait partie du look. Mais oui, j'ai été dans des émissions où il fallait surtout pas qu'on voit le micro. C'était honteux. Et je me disais, au contraire, ça s'est perdu. Qu'on le montre là pour montrer que j'ai pas pris le temps de mettre le micro à ma cravate, j'ai pas mis le temps de mettre, je parle casual, et puis là je parle très près du micro pour que ma voix soit plus sensuelle. Jeune génération branchée qui fait TikTok. Un autre truc, je vais compléter là-dessus parce que après, je te laisse fermer l'épisode, mais les intervenants professionnels qui font des vidéos dans leur habitacle de char. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer, ça? Depuis quand c'est un studio ou un habitacle d'auto? J'arrête ça là. Vous avez compris. Ça, je trouve ça ridicule. Ça, c'est supposé donner de la crédibilité à quelqu'un quand la meilleure façon d'exprimer ton opinion, c'est dans ton char. On a un expert sur le conflit du Moyen-Orient dans sa Honda Civic. Parlez-nous. Oui, parce que j'ai vu qu'à un moment donné, j'étais sur l'autoroute, je roulais, tout à coup, quelqu'un fait une manœuvre bizarre devant, et je réalisais que le gars était en train de faire une vidéo. Il était en train de parler à son téléphone. C'est illégal, là, ça, en plus. Arrêtez. Hey, Alain, sur cette note de joie, de bonheur... Finissons avec le sourire. J'ai déjà hâte de te revoir la semaine prochaine. Merci à TELUS, merci à Plan Hub qui permettent ce podcast. Merci à Cogeco Média pour la mise en onde du podcast, la diffusion du podcast dans l'application de podcast de votre choix. Likez-nous, faites un pouce en l'air. Les YouTubers le répètent à les 2 phrases. Là, mais abonnez-vous, suivez-nous, faites un like, ça nous aide à
que le podcast soit recommandé et suggéré à d'autres gens qui s'intéressent à la technologie. Vous pouvez me suivre sur pascalforgette.com. Je vais faire un beau billet avec des images de mes oiseaux que j'ai capturés. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse, dans le livre Payez moins. Payez moins. C'est une série. Aussi dans le podcast de voiture. Ça tient la route. Merci Pascal. Ça conclut, évidemment, vous aurez conclu l'épisode. Moi, je suis content. Je viens de voir passer le camion d'électricité, donc clairement, et c'est un camion qui a clairement une citerne pleine de jus, de courant. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, je vais aller brancher mes affaires. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.